Salut à tous, c'est Pangdash, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur les histoires et anecdotes à propos de Devilman. On est arrivé sur la fin de l'œuvre de Devilman en 67. Heureusement, ça a continué grâce à des élèves, grâce à beaucoup d'écoles qui ont repris les principes de Devilman. Quand on demandait à Larry combien de personnes son père a pu former, il savait pas tellement. Il dit qu'il y en a vraiment plusieurs milliers ou dizaines de milliers, parce que indirectement avec les professeurs, il y a eu toute une filiation qui s'est faite. Un autre grand qui a beaucoup aidé à la propagation d'un style plutôt hellmanien, et je dis bien d'un style, c'est pas forcément ce que faisait Dave Hellman, c'est Jerry Kine, et Gil Boyne, bien sûr. Et après, on a les enfants, entre guillemets, de ces professionnels-là, comme Cal Banyan, etc. Donc on a quand même plein de générations qui ont été touchées par le boulot de Dave Hellman. Je vous rappelle qu'aux US, il y a plus de tendances hellmaniennes que des autres tendances. Ça reste la forme d'hypnose et la logique, souvent la plus exploitée. On va parler un petit peu de la sémantique. Donc, pour Hellman, c'était vraiment le cœur du travail de l'hypnose. Tout hypnotisme est sémantique. Les personnes en état d'hypnose sont extrêmement conscientes de ce qui se passe autour d'elles, malgré le fait que très souvent, on ait l'impression, ou elles puissent dire qu'elles ne se souviennent pas de tout quand elles émergent. On revient sur un élément qui est très important en hypnose de façon générale, et c'est là où c'est important de créer vraiment un lien avec votre partenaire, que la personne vous focalise, et je parle là surtout dans l'hypnose de rue, pour éviter que les suggestions externes puissent influencer. Encore plus, et là on revient vraiment dans le cadre hypnose médicale type hellmanien, il insiste particulièrement sur le fait que les opérateurs et les personnes autour des opérateurs, et on revient sur le fait qu'il y ait des infirmières et d'autres médecins pendant une opération ou de la dentisterie par exemple, prennent attention à ce qui va être dit pour éviter que des suggestions puissent être partagées et peut-être prises en compte par le partenaire et créer des réponses post-hypnotiques, c'est-à-dire à posteriori, après la session, l'intervention chirurgicale / médicale, et donc prendre toujours attention à cette notion-là. Aucune conversation ne devrait être autorisée par les spectateurs, on va dire par les intervenants, de peur qu'une suggestion négative ne soit faite par inadvertance. Alors, là-dessus, je reviens un peu sur cette idée. À l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était partagé. Larry en parle un petit peu. Maintenant, moi, je vais nuancer le propos, sachant que, et je reprends l'exemple de l'hypnose de rue, si on fait, par exemple, de l'hypnose de rue / de l'hypnose de scène, donc il y a du monde autour, on conditionne la personne à se dire, tu vas m'écouter moi, et c'est moi vraiment la personne la plus importante, tout le reste, tu le mets de côté. En gros, on s'assure qu'on reste le point central. On fait bien sûr beaucoup de ratification, d'observation, au cas où si un pote, un ami qui est en train de rigoler de la scène, puisse parfois interrompre le pattern d'écoute et peut-être se sentir mal, et c'est à nous de récupérer, de lui dire qu'est-ce que tu viens de vivre, etc. Donc, cette notion d'absolu et de toute puissance de l'hypnose, et ça m'a toujours dérangé, sur attention, dis pas de mots négatifs, etc. Ouais, dire des mots négatifs ou des trucs pas forcément hyper positifs, ça n'a pas forcément de sens, et autant aller travailler sur une sémantique qui s'oriente vers du positif, vers de plus en plus, vers des notions d'exploitation de ressources, etc. Maintenant, faut pas non plus avoir une peur absolue de il a dit des mots négatifs, comme très souvent on a pu avoir dans certaines de nos formations. Soyez plus serein à ce niveau-là, c'est juste, faut en avoir conscience, et notamment dans le principe opératoire et dans des conditions de somnambulisme anesthésique, dans des opérations hypnotiques par exemple, et ou même dans des opérations classiques avec une anesthésie normale. On sait très bien que le subconscient peut capter pas mal d'informations. Donc voilà, demander les choses de façon positive, etc. Les patients entendent et retiennent normalement les conversations dans la salle d'opération, donc tout ce qu'on est en train de dire. On peut aller bien sûr retravailler toutes ces problématiques avec les régressions d'âge, les régressions à la cause. Donc là encore, au pire, ça peut se faire si on suit correctement quelqu'un qui est en post-opératoire.
Prenez toujours le temps de voir si tout est OK, physiquement, psychiquement, émotionnellement, et n'hésitez pas à faire régression à la cause jusqu'à l'opération pour qu'il y ait un nettoyage, un travail que l'on fasse à ce niveau-là, même si dans l'absolu, la personne n'a pas la sensation d'avoir eu d'expérience négative. Ça coûte rien, ça nous prend 10 minutes dans la session, et ça peut être très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'éléments contre l'hypnose, l'essence, oui, alors, il y a souvent l'idée que les médias et beaucoup de personnes ont partagé qui est que l'hypnose, on est endormi, que les personnes sont inconscientes, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de sens qui sont renforcés, beaucoup d'éléments qui sont particulièrement sensibles aux mots, aux sensations, etc. Donc tout ça, c'est une orientation et parfois une méconnaissance de ce qu'est l'hypnose. C'est normal que le grand public ne connaisse pas tout, c'est pas sa spécialité, et puis on sait très bien que les stéréotypes sont bien plus faciles à assimiler. Les suggestions, ouais voilà, bon, il parle des suggestions implicites des médias et comment ça a pu toucher la culture globale, on le sait dans les films, dans ce qu'on est en train de montrer dans les reportages sur l'hypnose, etc., etc. Si en plus c'est pas spectaculaire et qu'on parle d'un truc un peu technique, ça n'intéresse pas les gens. Par contre, si on parle d'un truc un peu foufou et magique, là les gens vont facilement retenir. L'importance d'utiliser à toutes vos sessions des suggestions de santé, de bien-être, de mieux-être, etc. etc. Écoutez ce que vous dit vos clients. Si vous détectez une volonté d'échouer, convertissez ce sentiment en une attitude plus positive, une volonté de réussir. Chose qui est intéressante, donc plutôt rebosser sur les ressources et les attentes positives plutôt que se focaliser que sur ce qui est négatif. Ne niez pas le négatif, c'est toujours la même chose, mais prenez le temps pour convertir l'idée, ou en tout cas permettre à la personne d'aussi voir, recadrer des éléments utiles. Un élément qui j'ai trouvé pas mal, la différence entre la suggestion d'éveil et l'hypnose éveillée. Les suggestions en éveil, c'est ce qu'on va avoir assez facilement dans les publicités, et vous n'allez pas forcément le retenir immédiatement. Par contre, la répétition fait qu'on le retient. Et c'est pour ça qu'à l'époque, alors moi j'ai plus de télé, mais moi je suis encore sur des vieux trucs, si je vais bien, je vais mine, on nous mettait à chaque fois 3 fois le spot très très court, et c'est rentré assez facilement. Donc c'est une suggestion d'éveil quand on est éveillé, et le fait de la répétition, même si on dit que c'est pas une notion hypnotique, la répétition fait que ça peut devenir un élément hypnotique. Donc ça c'est un petit peu des petits détails, mais qui sont intéressants. Mais par contre, si c'est qu'une seule fois, mais répété plein de fois, ça ne sera pas forcément hypnotique. Ça sera le fait d'entendre plusieurs fois la même chose. Alors que l'hypnose éveillée, l'idée, c'est d'avoir des phénomènes hypnotiques potentiels sans, alors officiellement, d'induction et de transe. Là, je trouve que la sémantique, il faudrait la redéfinir, mais on va dire que il n'y a pas les yeux fermés et que la personne n'a pas eu un process volontaire inductif autre que parfois juste de la focalisation, où on sait que la personne va revenir vers elle et petit à petit, avec du questionnement ou de la visualisation, le faire s'entraîner dans un approfondissement personnel. Waking Hypnosis, sur certains aspects, pourrait de temps à autre, encore que c'est un élément tout petit peu différent et il faudra qu'on en parle, s'approcher de certaines notions qu'on retrouve dans l'hypnose plus conversationnelle. Mais toute hypnose conversationnelle peut être de Waking Hypnosis, mais toute Waking Hypnosis, donc hypnose éveillée, n'est pas forcément de l'hypnose conversationnelle. Toujours éviter les mots blessures, douleurs, etc. Bon, en gros, parlez positif et commencez pas à trop, quoi. Maximisez le positif. Parce que moi, je reprends ma manière de bosser, j'utilise beaucoup de mots négatifs, soit pour faire réagir, soit aussi pour ramener à la possibilité que le partenaire a du pouvoir, il est conscient, il choisit aussi, il sélectionne, n'oubliez pas, il y a cette notion de sélectivité de l'information et de focalisation dessus, donc c'est toujours intéressant parfois de se dire pourquoi il focalise que sur le négatif alors que ça fait 35 minutes qu'on parle en positif. Ça peut être très intéressant comme cheminement a posteriori sur d'autres sessions ou même sur la session à ce moment-là. On va s'arrêter là, on va arriver sur la méthode d'Evelman aujourd'hui. Au prochain chapitre, dernier truc qui précise, c'est éviter les scripts, comprenez les lignes directrices, mais ne faites pas du mot à mot, mais ça tout le monde le sait. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.